Bonjour à tous. Bienvenue à ce quatrième colloque international de l'actuariat francophone. Je vais être brève, c'est un plaisir pour moi et un honneur que de ouvrir le congrès en tant que présidente sortante de l'Association actuarielle internationale. J'aimerais souhaiter à tous une très belle semaine de représentation en français sur les sujets qui nous touchent tous d'une manière ou d'une autre. Cette semaine, nous entendrons parler de changement climatique et de durabilité, d'assurance du risque cyber, d'intelligence artificielle à notre service, d'assurance inclusive et accessible et d'appariement d'actifs passifs. Un programme chargé, mais livré par des membres de cette communauté actuarielle francophone qui est la nôtre. À l'avance, je remercie tous les présentateurs et présentatrices de la semaine, ainsi que excusez-moi, ah là là là, je monte mon billet, l'Institut des actuaires de France, le parrain de cet événement, qui en est à sa quatrième édition. La session d'aujourd'hui traitera des changements climatiques et elle est présidée par Madame Rita El Sourpan, notre modératrice aujourd'hui, mais aussi la présidente de l'Association des actuaires du Liban. Rita, c'est à vous. Merci, Madame Dionne, pour cette introduction. Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette première soirée du quatrième colloque international de l'actuariat francophone sur le thème du changement climatique. Il s'agit d'un sujet qui nous concerne tous, quelles que soient nos origines ou nos secteurs d'activité. Donc, je suis Rita Sokhon, présidente de l'Institut des actuaires au Liban, et j'ai l'honneur de modérer cette discussion organisée par l'Institut des actuaires en France. Le changement climatique est l'un des défis les plus pressants de notre époque. Il ne s'agit plus uniquement de prévisions scientifiques, mais d'une réalité tangible qui se manifeste par des événements climatiques extrêmes, touchant à la fois les régions vulnérables et même les économies développées. Dans ce contexte, le secteur de l'assurance et de la réassurance se trouve en première ligne. Ainsi, le rôle des actuaires est crucial pour sensibiliser le public à cette question essentielle et pour intégrer ces risques dans leur modèle de gestion. Donc, pour les assureurs et même pour les institutions financières, la prise en compte des risques climatiques est devenue une priorité absolue. Et les actuaires jouent un rôle clé dans l'évaluation des risques, la modélisation des impacts et la mise en place des stratégies d'atténuation. Ces défis climatiques mettent en lumière la nécessité de renforcer nos capacités d'adaptation et de résilience. Donc, en fait, cette table ronde est une occasion unique pour briser le silence, discuter de ces défis, renforcer notre compréhension collective de cette thématique et élaborer des stratégies pour un avenir meilleur. Nous avons la chance d'accueillir entre nous 5 experts qui vont partager avec nous leurs perspectives. Madame Michèle Dion du Canada, Monsieur François Thirion de la Belgique, Monsieur Elie Daboul du Liban, Monsieur Pierre-Nicolas Dam du Luxembourg et Monsieur Anas Yousfi du Maroc. Nos intervenants aborderont les défis et les opportunités liées au changement climatique ainsi que le rôle essentiel des actuaires pour sensibiliser, analyser et intégrer ces risques dans les systèmes financiers. Je remercie l'équipe de l'Institut des actuaires pour l'organisation de cette soirée, ainsi que nos intervenants pour leur précieuse présence. Un grand merci à toute notre audience qui nous rejoint virtuellement. Je vous encourage à participer activement à cette discussion, à poser des questions et à partager vos expériences à la fin de chaque intervention. Donc, je vais maintenant vous présenter notre premier intervenant qui est Monsieur Elie Daboul qui va ouvrir le débat. En fait, nous suivons un ordre alphabétique des noms pour les intervenants. Monsieur Daboul est le Branch Chief Actuary pour les activités vie et santé de Genri dans la région de Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Elie a débuté sa carrière en 2003 en consultation actuarielle chez Sarima et PwC, où il a travaillé sur une diversité de projets actuariels
Avant de rejoindre le réassureur mondial Genri en 2011 en tant que gestionnaire de la relation clientèle. Ellie est basée au bureau de Genri à Paris. Ellie est titulaire d'une maîtrise en mathématiques pures de l'Université libanaise et d'un master mathématiques financières de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est membre fellow de la Society of Actuaries en Amérique, fellow de l'Association libanaise des actuaires et Certified Financial Risk Manager de l'Association mondiale des professionnels du risque. Voilà, Ellie explique là ce soir, lors de ce colloque, les défis dans la région du Moyen-Orient en ce qui concerne le changement climatique et les potentielles implications et tendances. Une des questions importantes qu'il traitera, c'est le rôle ou plus précisément le devoir des actuaires en tant que professionnels de risque de sensibiliser le public au sujet du changement climatique. Donc, Monsieur Daboud, je vous cède la parole. Merci Rita, merci pour cette introduction. Je salue tous mes confrères dans ce panel et tous les participants. Je remercie tous les participants car vraiment c'est un sujet très important pour notre vie quotidienne, surtout pour notre avenir et l'avenir peut-être des générations qui suivent. J'ai quelques slides à partager. Donc voilà, on parle aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique. Donc, je sais pas si vous voyez vous voyez les slides, Rita? D'accord. Quelques chiffres de la Genray tout d'abord, mais tout d'abord aussi, on commence avec notre sujet qui est un sujet très sérieux. Donc, c'est un sujet qui nous concerne nous tous dans notre vie de quotidien. C'est un risque très élevé. Nous, en tant que gestionnaire de risque, on a une responsabilité, comme Rita a expliqué, à sensibiliser le public à ce risque-là. Peut-être les actuaires étaient parmi les premiers qui sont pris le métier de gestion de risque et donc pourquoi pas être dans le cœur de défis de défis de ce sujet-là. Donc, une petite fable que j'aime bien commencer avec, c'est une grenouille qu'on la met dans l'eau bouillante et cette grenouille va s'échapper trop vite de l'eau bouillante. Alors que si on met la grenouille dans l'eau ambiante, elle va s'habituer petit à petit à la chaleur et elle ne va pas savoir qu'est-ce qui se passe jusqu'à qu'elle sera cuite complètement et elle décède. Donc, c'est un peu ce qui se passe pour nous sur la Terre, car la Terre se réchauffe, comme on sait, et se réchauffe petit à petit. Et malheureusement, nous, on s'adapte petit à petit à ce phénomène-là. Comme on dit, nous, les actuaires, on a un rôle très important dans ce sujet. Donc, parmi nous, il y a des gestionnaires de risque. Donc, on a le pouvoir de sensibiliser le public sur ce sujet. On a aussi le pouvoir de modéliser l'impact financier sur tous les événements catastrophiques et autres. On va voir dans les slides qui viennent. Aussi, on a un rôle dans tout ce qui est reporting de ESG, environnement, social et gouvernance, qui est quelque chose dans plusieurs pays de l'Europe, peut-être de l'Amérique aussi, qui est imposé par les régulateurs sur les compagnies d'assurance d'inclure dans leur rapport annuel l'impact environnemental de leurs activités et l'impact et le risque sur leurs produits. Donc, dans beaucoup de pays, y inclut le Moyen-Orient, ça, c'est pas encore le cas, mais on espère que ça sera très vite et très prochainement le cas. Donc, pour comprendre un peu ce qui se passe pour nous sur la Terre et qu'est-ce qu'on appelle l'effet de serre ou bien le greenhouse effect. Donc, on peut imaginer un peu une serre comme celle qu'on utilise dans l'agriculture qui va réchauffer la Terre un peu. Donc, la Terre, elle est entourée par l'atmosphère
Et c'est un phénomène très naturel que les rayons solaires qui arrivent sur la Terre, une partie d'elle va arriver sur le sol et elle va se refléter dans l'air. Mais l'atmosphère va avoir un effet comme l'effet de serre qu'on a présenté ici, de garder une partie de ces rayons-là dans l'atmosphère pour réchauffer la Terre. C'est un phénomène très naturel et c'est ce phénomène qui donne la chaleur à la Terre pour qu'elle soit dans un endroit où on peut vivre. Sinon, la Terre va refroidir et on ne peut plus vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'effet de l'humain? Avec l'effet de l'humain, il y a beaucoup plus de gaz dans l'atmosphère. Le CO2 est l'un d'eux. Et ces gaz-là amplifient ce phénomène-là. Donc, il y a plus en plus de rayons qui restent dans l'atmosphère et du coup, il y a plus en plus de réchauffement qui se passe. Donc, parmi ces gaz-là, il y a tout d'abord le gaz carbonique, évidemment. Pour donner un peu de chiffres pour nous, pour avoir un peu une idée, notre activité, comment elle contribue à ce réchauffement. Donc, l'énergie fossile, la combustion de cette énergie, elle est responsable à peu près de 70%. Le méthane qui vient de l'élevage des animaux surtout et la gestion des déchets, il est aussi responsable à peu près de 18%. Donc, chaque fois on mange de la viande, il faut savoir que on contribue à plus de méthane dans l'atmosphère et plus de réchauffement climatique. Ce méthane-là, le gaz de méthane, il a un effet 30 fois plus important que l'effet de CO2. Heureusement, il est dans l'atmosphère dans des quantités beaucoup moins que le CO2, mais ça contribue en total à 18% de l'effet de serre. Il y a bien sûr d'autres gaz qui viennent de l'agriculture, de l'industrie chimique, de l'aviation, etc. Donc, à peu près 38% vient de la production de l'électricité, 38% des effets des gaz pour le réchauffement. Ici, les différentes sources vont donner différents chiffres, puisque la catégorisation, ça va être un peu différente, mais ça nous donne une idée quand même. Le transport contribue à 18% du réchauffement, un cinquième des 18%, donc à peu près 3% du transport aérien, et ça augmente d'une année à une autre. Donc aussi, chaque fois on prend l'avion, il faut réfléchir à ce sujet. Les productions industrielles, 17%, agriculture, 13%, déforestation, 7%, la construction, 8%. Lorsqu'on parle du réchauffement climatique, c'est un titre assez large, mais au-dessous, il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a le réchauffement climatique qu'on vient de parler, mais avec ce réchauffement, à cause des gaz qui sont dans l'atmosphère, il y a la pollution. Avec la pollution, il y a l'augmentation des maladies. Donc ça, le premier impact sur nous en tant qu'assureurs, sur l'assurance santé. Il y a la limitation des ressources naturelles. Donc, avec la croissance de la population qui croît jour après jour, on a besoin d'exploiter de plus en plus de ressources naturelles. Et cette exploitation, ça va aider dans le réchauffement. On a besoin de l'électricité, on a besoin de bâtir des bâtiments, etc. Heureusement, on peut dire que l'expectation de la croissance de population se stabilise vers les années 2060 à 2080, donc vers à peu près 10 milliards, 10 milliards, 4, car le nombre de décès serait égal au nombre de nouveau-nés. Mais aussi, il y a la déforestation. Donc, il y a moins de forêts qui existent aujourd'hui, ce qui impacte plus de CO2. Mais aussi, il y a un autre effet, c'est que avec de moins de forêts, il y a de moins d'espace pour les animaux de vivre. Et en plus, un risque de contact entre animaux et hommes et donc un risque de pandémie. On vient de vivre ou bien de survivre la pandémie du Covid. Pour beaucoup de monde, c'était un événement qui peut se répéter une fois chaque une centaine d'années. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui disent, voilà, ça va être un événement qui peut se répéter, un risque de se répéter une fois chaque vingtaine ou bien trentaine d'années. Donc, on peut voir l'amplification de ce
phénomène-là, l'amplification de ce risque. Les risques, les catastrophes naturelles, évidemment, augmentent, l'effondrement des glaciers qui peuvent faire disparaître plusieurs sites, villes dans le monde. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui sont au-dessous du sujet du réchauffement climatique. Pour donner des chiffres un peu plus focus sur le Moyen-Orient, on peut voir, par exemple, on cite quelques exemples. En Koweït, par exemple, on a pris la température maximale chaque jour et la moyenne sur toute l'année pour voir une tendance très claire dans l'augmentation de la chaleur. Donc, on peut voir les températures qui augmentent surtout après les années 80 au Liban, où il y a, par exemple, un climat beaucoup plus agréable, mais on a la même tendance, la même croissance, la même indication d'augmentation des chaleurs. On donne aussi un exemple de Bahreïn, qui est un pays, c'est une île. 18% de la population est vulnérable dans des zones qui peuvent disparaître si l'augmentation de la chaleur atteint plus que 2,5 degrés à cause de l'élévation du niveau de mer. On donne aussi un exemple. En avril 2024, l'Émirat arabe ont reçu des précipitations qui sont équivalentes à 18 mois de pluie dans 48 heures. Donc, en 48 heures, ils ont subi l'équivalent de 18 mois. Et ils font subir des pertes de plus de 2 milliards d'euros. Et on va voir après qu'il y a eu des augmentations des primes d'assurance considérables après cet événement. Aussi, la limitation des ressources de l'eau dans cette partie du monde est très importante et très critique. Elle peut entraîner des risques très sérieux, comme des risques de guerre. On a vu déjà des confrontations entre l'Égypte, par exemple, et l'Éthiopie sur ce sujet-là en particulier. Donc, c'est un risque très, très sérieux. Les pays du Golfe, par exemple, sont responsables à plus que 30% de la production mondiale des combustibles fossiles et 12% du gaz. Le côté un peu positif, c'est que ces pays-là essayent de diversifier leur économie. On va voir un peu d'engagement de ces pays dans les slides qui viennent. Donc, les conséquences sur nous en tant qu'assureurs ou bien d'actuaires. Donc, tout d'abord, ce changement climatique, il va avoir des produits d'assurance nouveaux et il y a un impact direct sur la tarification des produits qu'on doit prendre en considération. Donc, tout d'abord, il y a des événements catastrophiques plus fréquents, plus graves, comme on a dit dans les pays des Émirats arabes, il y a eu une augmentation de 50% dans quelques primes d'assurance, quelques types d'assurance suite aux inondations de 2024. Donc, c'est un chiffre énorme, vraiment. Euh, Aussi, l'augmentation de température, ça a un impact direct sur la santé et la mortalité. Donc, tous nos produits santé et mortalité doivent être calibrés. Lorsqu'on voit des températures de 54 degrés, par exemple, dans quelques pays de la région, donc évidemment, ça a un impact sur la mortalité, surtout les plus vulnérables, les plus âgés. Dans nos statistiques à nous-mêmes, à Genray, dans l'assurance maladie, on voit beaucoup d'augmentation dans les maladies pulmonaires et cardiaques, donc une augmentation vraiment importante et inquiétante. Cela vient de la température et de la pollution, parmi d'autres raisons, évidemment. Aussi, il y a des nouveaux produits pour lesquels on n'a pas beaucoup de statistiques pour calibrer nos modèles. Par exemple, les voitures électriques, où on peut voir qu'ils ont un risque un peu différent des voitures traditionnelles, car les batteries, l'installation des batteries avec des températures très élevées peuvent aboutir à des risques d'incendie. Donc, juste pour illustrer un peu la différence. Aussi, on peut parler de la corrélation des risques, car le changement climatique va impacter plusieurs lignes d'assurance. Donc, ça va impacter l'habitation et l'assurance auto, l'assurance santé, l'interruption d'activité, donc tout ça. Et donc, on bénéficie plus de la diversification des risques qui est la base de l'assurance. Donc, tous ces facteurs, on doit les prendre en considération en tant qu'actuaire dans notre vie. On ne peut pas parler du réchauffement climatique sans parler de l'accord de Paris en 2015.
Cet accord qui est considéré un point fondamental pour lutter contre les changements climatiques et qui a pour objectif de limiter le réchauffement au-dessous de 2 degrés Celsius et de faire un effort aussi pour limiter l'augmentation à 1,5 degré d'ici 2050. Alors qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, on voit qu'en 2023, on est déjà à plus qu'un degré d'augmentation. Il y a beaucoup d'études qui signalent que d'ici 2030, on peut atteindre les 1,5 degrés. Donc voilà une vingtaine d'années de différence entre les objectifs et le cas actuel. Il faut signaler aussi qu'au niveau mondial, l'année 2023 était une des années, ou bien était l'année la plus chaude enregistrée. Donc, vraiment, on voit les indices où l'accord de Paris peut ne pas être atteint. Une nouveauté sur ce sujet, c'était la réunion des Unions unies à Dubaï en 2023. Donc, c'était la COP 2008, pardon. Donc, dans cette réunion-là, on a vu, c'est la réunion annuelle sur le sujet des changements climatiques. On a vu un engagement de plusieurs pays sur ce sujet. C'était en général une des réunions qui est considérée importante et critique car c'était la première fois que les pays parlent de sortir de l'énergie fossile complètement. Donc, ils ont utilisé le terme transition away au lieu dans d'autres discours, ils utilisent de réduire l'empreinte carbonique. Ici, on parle d'arrêter ou bien de sortir complètement de l'énergie fossile, ce qui est très ambitieux, surtout qu'elle vient dans un pays qui est responsable, comme on dit, d'une production très importante des énergies fossiles dans le monde. Euh, Aussi, une des étapes très importantes dans cette réunion était le fonds des pertes et dommages qui a été décidé de s'établir, Loss and Damage Fund, qui a comme objectif d'indemniser les pays qui ont subi les effets les plus importants du réchauffement climatique. Aussi, ils ont parlé de tripler les énergies renouvelables d'ici 2030. Euh, Bien sûr, il y avait beaucoup de critiques aussi, que peut-être il n'y a pas des mesures concrètes, mais il y avait un établissement d'un bilan mondial qui va être adapté chaque année pour voir c'est quoi les améliorations qui sont faites chaque année par chaque pays. Donc, on va au moins espérer qu'il y a un avenir pour nous pour vraiment atteindre nos objectifs. Et on peut voir des pays comme l'Émirat arabe qui investissent plus que 150 milliards d'euros dans des productions d'hydrogène, par exemple, qui sont considérées des productions vertes et aussi des productions solaires production qui vient de l'énergie solaire pour bénéficier du soleil qui est dans le désert. Donc vraiment, ce sont des efforts qui sont faits par ces pays-là pour diversifier de l'énergie fossile et d'atteindre de l'énergie verte au moins 50% d'ici 2050. Donc voilà, j'espère qu'on a fait un peu la tour sur l'impact qu'on peut subir et d'avoir de plus en plus un engagement de chacun d'entre nous sur ce sujet-là. Nous sommes ici plusieurs centaines à atteindre cette réunion. Donc voilà, on peut faire un changement si vraiment on le veut. Et je Donc, vois aussi Rita, donc merci, Monsieur Darboul, pour cette présentation riche et informative. Nous allons maintenant ouvrir la discussion aux questions du public concernant cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les écrire sur la messagerie.
Donc, voilà, vu qu'on n'a pas de questions, euh, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre intervenant suivant qui est Monsieur Pierre-Nicolas Dam. Monsieur Dam est le responsable de la fonction actuariat de Generali Luxembourg, compagnie d'assurance vie dédiée à la clientèle patrimoniale à fort potentiel d'investissement. Il commence sa carrière professionnelle au Luxembourg en 2011 dans le secteur de l'assurance patrimoniale en qualité de Insurance Risk Analyst au sein de NN Life durant 5 ans avant de rejoindre General Re Luxembourg. Monsieur Pierre Nicolas est titulaire d'un master d'ingénieur civil en mathématiques appliquées ainsi que d'un master en sciences actuarielles de l'Université catholique de Louvain, Belgique. Il est par ailleurs membre de l'Institut luxembourgeois des actuaires ainsi que de l'Institut des actuaires de Belgique. Monsieur Pierre Nicolas souhaite intervenir sur l'aspect quantitatif de notre thématique en mettant l'accent sur les sensibilités climatiques telles qu'elles sont présentées dans les rapports ORSA, ainsi que sur l'impact des instruments financiers de type ESG dans une compagnie d'assurance vie, dont le bilan est exclusivement composé d'unités de compte. Il évoquera notamment le rôle essentiel que les actuaires doivent jouer pour faciliter la transition vers l'ESG. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Monsieur Pierre Nicolas. On ne vous écoute pas, en fait. Je sais. Oui, c'est bon maintenant. Non. Là, maintenant, c'est bon? Ok, Maintenant, ok, c'est bon. parfait. Parfait. Ok, Parfait. parfait. Donc, du coup, comme mon collègue, donc je le disais, merci beaucoup, Rita, pour l'introduction. Et du coup, comme mon collègue Elie, j'ai préparé un support de présentation pour justement appuyer les sujets que je souhaite aborder durant ce colloque. Donc, normalement, vous devriez tous être en mesure de voir mon partage d'écran. Donc, quatrième colloque international avec cette première table ronde où, comme vous le savez, c'est lutter contre le changement climatique et les défis environnementaux et briser le silence qui entoure un peu toutes ces thématiques. Au niveau du support de présentation, donc je vais décomposer ma présentation en 3 points, donc un peu une remise en contexte aussi pour donner un peu quelques chiffres clés au niveau justement des supports d'investissement qui satisfont la réglementation entourant tout ce qui est je veux dire, la taxonomie liée à l'environnement, le social, la gouvernance ou autre. Puis, comme évoqué par Rita, donc c'est voir dans quelle mesure tous ces aspects sensibilité climatique sont pris en considération au niveau d'un rapport fondamental dans la gestion des risques qui est le rapport ORSA, donc pour le Own Risk and Solvency Assessment. Et puis après, je mettrai un peu en application qu'est-ce que ça signifie pour une compagnie d'assurance vie dont le bilan est exclusivement constitué d'unités de compte. Donc, au niveau de la remise en contexte, donc, il faut savoir qu'il y a un engouement croissant depuis un certain nombre d'années pour les supports qui satisfont les différents critères de durabilité tels qu'établis par les différentes législations qui sont entrées en vigueur. Donc, ce que l'on peut déjà constater au niveau européen, et là je vais me concentrer exclusivement sur je vais dire, le marché européen en général, c'est qu'on a eu une croissance de près de 300% au niveau de masse d'actifs sous gestion entre 2021 et fin 2023, vu qu'on est passé d'un montant environ de 1700 milliards d'actifs satisfaisant les critères de durabilité à fin 2021 à fin 2023 un montant d'actifs sous gestion de plus de 6 milliards. Donc quand même une progression très importante et très impressionnante au cours de ces trois dernières années. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le trend, il ne va pas s'arrêter là. Il est prévu d'avoir encore une croissance supplémentaire de 50% d'ici à fin 2027, de manière à pouvoir atteindre, selon les premières estimations, un total d'actifs sous gestion satisfaisant les critères de durabilité qui s'élèverait à environ 9 500 milliards d'euros. Donc ça, c'est au niveau, je vais dire, européen. Le Luxembourg a un rôle effectivement aussi majeur ou central dans
je veux dire, dans la gestion de ces supports satisfaisant aux critères de durabilité, vu qu'aujourd'hui, le Luxembourg reste le premier pays de la zone euro pour la domiciliation de ces fonds que l'on appelle ESG, avec un total d'actifs sous gestion à fin 2023 qui représente à peu près 45% de la totalité des fonds que l'on a à fin 2023. Donc, à peu près un peu moins de 3 000 milliards d'actifs sous gestion sont des fonds qui sont logés au niveau du Luxembourg. Et donc, vous avez très bien compris, au niveau des acteurs du marché de l'assurance, que ce soit de l'assurance vie, de l'assurance non-vie, et afin de rester compétitif et de rester attractif par rapport à leur clientèle, les différentes compagnies d'assurance incorporent désormais dans leur offre financière des supports d'investissement qui satisfont les critères ESG, avec notamment ce que l'on appelle les critères de la réglementation SFDR, à savoir les SFDR article 8 et article 9. Donc ça, c'est pour remettre un tout petit peu de contexte au niveau européen et plus particulièrement également au niveau luxembourgeois. Alors, après, comment est-ce que le risque climatique, justement, est pris en considération dans le rapport ORSA? Donc, comme cela a été évoqué d'une part par Rita, mais également par Micheline et mis également en exergue par Elie, c'est que le changement climatique et les risques qui s'y rapportent deviennent une occupation grandissante pour le secteur de l'assurance, le secteur de la réassurance également. Et à ce titre-là, il est devenu nécessaire pour notre profession d'actuaire d'effectuer des analyses de sensibilité sur cette thématique pour voir comment cela va impacter le bilan d'une compagnie d'assurance, mais également toute la stabilité financière qui s'y rapporte, que ce soit au niveau des indicateurs de ratio de solvabilité, voire également comment cela va impacter d'autres métriques, je vais dire, actuarielles, potentiellement sur la partie IFRS 17. Et un des axes majeurs pour pouvoir mettre en lumière ces différents impacts, et comme l'a mentionné Elie dans sa présentation, comment sensibiliser l'interlocuteur, que ce soit nous en tant qu'actuaires, voire même le conseil d'administration des entreprises, voire encore également le comité exécutif des différentes entreprises d'assurance, eh bien, il y a dans l'arsenal, je vais dire, de la gestion des risques dont on dispose aujourd'hui, un rapport central qui est le rapport ORSA et qui permet d'avoir une vision transverse de la gestion des risques au niveau d'une entité et notamment d'avoir justement une vue sur comment les différents risques auxquels une entité peut être soumise impactent la stabilité financière de cette dernière. Et c'est ce rapport ORSA, justement, c'est un document central qui permet d'aborder justement cette thématique de sensibilité climatique et comment les différentes sensibilités climatiques que l'on va déterminer, notamment sur base de ce qui a été, je veux dire, défini ou consenti au niveau des accords de Paris, voire même plus récemment au niveau de la COP28, comme l'a mentionné Elie, comment toutes les ambitions que l'on met en place aujourd'hui au niveau de je veux dire, la réduction de gaz à effet de serre, voire même la maîtrise du réchauffement climatique, comment est-ce que tout ça peut avoir un impact au niveau de la stabilité et de la solidité financière d'une société? Donc, si je passe au slide suivant, donc la prise en considération, donc il faut savoir, et ça je pense que on aura un autre intervenant qui interviendra un peu plus en détail là-dessus durant sa présentation, c'est que parmi les scénarios climatiques qui sont envisageables, il y a différentes typologies de risques qui vont être prises en considération et être quantifiées. Là, je vais m'attarder sur deux typologies en particulier qui sont d'une part les risques physiques et d'autre part les risques de transition. Par risque physique, ça va être de savoir quantifier, ou en tout cas au niveau des scénarios climatiques, comment est-ce que le scénario climatique que l'on va analyser va impacter la population du portefeuille de l'assuré. Par exemple, comme l'a mentionné Elie, une hausse de la température, ça va avoir un impact direct sur la hausse de la mortalité de la population. Et nous, en tant qu'assureurs, ça va devoir signifier également comment est-ce que cela va impacter la valorisation des engagements que l'on a vis-à-vis de notre portefeuille de clients et donc du coup introduire un degré de prudence supplémentaire pour incorporer ce risque au niveau de notre portefeuille d'assurance. Ça, c'est le premier risque. Et la deuxième catégorie de risques, c'est les risques dits de transition, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'un scénario climatique
va impacter la valorisation des actifs détenus au sein d'une entité d'assurance vie. Admettons par exemple qu'on ait un portefeuille qui soit constitué d'actifs exclusivement ne satisfont pas des critères ESG ou SFDR, ben, on pourrait très bien avoir le constat que l'impact du changement climatique, ça va impacter négativement la valorisation de ces actifs, donc une baisse de valorisation des actifs. Comment est-ce que ça va impacter le résultat de l'entreprise et du coup le ratio de solvabilité de l'entreprise d'assurance? Donc, ces différents scénarios vont avoir un impact, bah, d'une part, non seulement au niveau des fonds propres de l'entité. Donc, pour rappel, les fonds propres, c'est ce qui va permettre de couvrir les engagements et les besoins en capitaux qu'une compagnie va devoir mettre de côté pour satisfaire ou en tout cas s'assurer de couvrir un ensemble de risques. Et donc, du coup, ça va impacter d'une part bah, le niveau de fonds propres des entités, mais également la structure de ces besoins en capitaux de solvabilité et donc, par effet boule de neige, le ratio de solvabilité d'une compagnie d'assurance. Et donc, en fonction, je vais justement y revenir juste après, ça va fortement varier ben, d'une compagnie d'assurance vie à l'autre, puisqu'on ne va pas avoir, si on est une compagnie d'assurance vie majoritairement unité de compte ou une compagnie d'assurance vie avec un mix support en unité de compte, support à taux garanti, ben, on ne va pas avoir la même exposition à ces risques physiques et ou ces risques de transition. Alors, je fais un petit aparté parce qu'on a quand même aujourd'hui dans tout l'arsenal réglementaire à disposition des actuaires, il y a déjà au niveau des reportings annuels qui sont effectués par les actuaires, notamment tout ce qui concerne la partie quantitative reporting template, donc qui est, je vais dire, une obligation de reporting vis-à-vis de l'autorité de contrôle sur base trimestrielle et base annuelle. La nouvelle taxonomie qui est entrée en vigueur fin 2023 mais maintenant oblige les assureurs à produire sur base annuelle un QRT sur les actifs pour justement donner aux régulateurs une exposition de la compagnie à ces risques de transition et à ces risques physiques. Et de ce point de vue-là, c'est un premier, je veux dire, un premier niveau d'information qui est disponible sur base annuelle pour les entreprises d'assurance et qui peut être utilisé pour faire un benchmark justement de l'exposition d'un portefeuille d'actifs sur les risques de transition et les risques physiques et ainsi mieux calibrer les sensibilités climatiques et les analyses financières qui en seront faites au niveau du rapport ORSA notamment. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour dire on ne part pas de rien, il y a déjà quelque chose maintenant qui est disponible à minima sur base annuelle pour pouvoir être intégré dans les rapports ORSA futurs sur le sujet. Donc, je le disais en introduction de cette présentation, je vais maintenant regarder un peu ou vous expliquer qu'est-ce que ça implique justement au niveau d'une compagnie d'assurance vie qui est majoritairement exposée en unité de compte. Donc, dans le cadre de cette compagnie d'assurance vie, donc majoritairement unité de compte, elle va proposer à ses clients une offre financière constituée de fonds, je vais dire, obligataires, de fonds côté actions, de fonds mixtes et autres, et notamment un ensemble de fonds qui satisfont à des critères de durabilité, des fonds libellés ESG. Néanmoins, le choix des investissements reste à la discrétion du client, voire du partenaire qui est en charge de la relation commerciale avec le client final. Et ainsi, en fait, dans une compagnie qui propose ce type de produit purement unité de compte, la compagnie n'a que très peu de maîtrise ou en tout cas de droit de regard sur l'exposition effective qu'elle va avoir vis-à-vis des risques des transitions ou vis-à-vis des risques physiques, vu que la compagnie ne pourra pas imposer à un client de rentrer sur des fonds satisfaisant les critères de durabilité, elle ne peut, entre guillemets, que mettre à disposition ces fonds et en aucun cas imposer un choix spécifique sur ces fonds pour satisfaire les critères de durabilité au niveau, par exemple, de son cadre d'appétence au risque. Néanmoins, on n'est pas que sur un portefeuille purement unité de compte, vu que la compagnie dispose aussi, en plus je vais dire, de ses engagements vis-à-vis de ses clients, un portefeuille qui va couvrir
le capital social de l'entreprise, qui est ce qu'on appelle le portefeuille en couverture de fonds propres, où là, l'entreprise, en fonction de sa politique d'appétence au risque, voire même en fonction de sa volonté affirmée de vouloir accompagner la transition énergétique et la transition écologique, pourrait très bien dire, au niveau de mon portefeuille en couverture des fonds propres, je vais prendre que des fonds et des supports d'investissement qui satisfont aux critères de durabilité. Cela restera, entre guillemets, la seule partie du bilan de l'entreprise sur lequel l'entreprise est en maîtrise de A à Z des supports sur lesquels elle veut investir et du coup de l'exposition qu'elle va avoir au niveau des différents risques liés aux risques climatiques, que ce sont les risques de transition et les risques physiques. Maintenant, d'un point de vue, je vais dire un peu pour fixer les idées, on peut très bien se dire qu'on a aujourd'hui une compagnie qui possède 2 milliards d'actifs sous gestion qui sont décomposés, comme je l'ai expliqué, d'une part, ça va être 100 millions d'actifs en couverture des fonds propres de l'entreprise, et de l'autre part, ça va être un portefeuille d'actifs en unité de compte à hauteur du delta, donc 1 milliard 900 millions. Et supposons également que cette compagnie, bah, elle a, je vais dire, une santé et une stabilité financière relativement bonne, vu que en vis-à-vis de ces 130 millions de fonds propres éligibles à la couverture du SCR, elle a, je vais dire, un montant de SCR de 75 millions. Donc, on est sur un ratio de solvabilité au niveau de l'entité qui flirte à peu près avec les 200%, ce qui est, je veux dire, une compagnie relativement saine d'un point de vue stabilité financière. Et admettons que quand elle fait son exercice annuel justement de produire et de regarder spécifiquement c'est quoi son exposition au risque de transition et au risque physique, bah, elle constate qu'elle a 30% de son portefeuille qui est soumis au risque de transition, donc c'est-à-dire une perte ou un impact sur la valorisation de son portefeuille, et après 10% qui sont soumis au risque physique. Donc ça veut dire que d'une part, elle va avoir, comme je l'ai expliqué, au niveau des sensibilités climatiques, il y aura un impact sur les engagements que la compagnie va devoir avoir, mais ça veut dire aussi que ces actifs, il y a 10% de ces actifs qui sont, je vais dire, implicitement liés au risque physique. Ça peut être par exemple le cas d'une compagnie qui aurait des fonds qui investissent sur des longevity bonds, qui peut être un support d'investissement totalement éligible au niveau du contrat d'assurance. Et donc, tout ça mis ensemble, et en fonction de l'ampleur des chocs et des sensibilités climatiques qui vont être retenues dans le cadre du rapport ça, bah, avec les éléments dont on dispose, en tout cas from scratch ici, on devrait s'attendre à une détérioration probable du ratio de solvabilité pour cette entité, parce que ça va impacter, comme j'ai dit, ben, non seulement la valorisation du portefeuille, donc du coup des fonds propres éligibles qui vont être mis à disposition pour couvrir le SCR, mais en vis-à-vis de ça, on va avoir aussi un impact corollaire sur le niveau de besoin en capitaux de solvabilité qui pourrait ne pas, je vais dire, être complètement aligné avec l'évolution des fonds propres éligibles. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter sur cette partie risque climatique et comment nous, en tant qu'actuaires, on intervient pour justement sensibiliser d'une part notre comité de direction, mais également d'autre part le conseil d'administration avec un outil que je dirais qui est fabuleux, qui est le rapport ORSA au niveau de la gestion des risques. Parfait. Merci, Monsieur Dam, pour cette présentation qui est vraiment très intéressante. En fait, nous avons reçu beaucoup de questions et on propose qu'on garde toutes les questions jusqu'à la fin. C'est plus simple comme ça. On pourra répondre à toutes vos questions à la fin de cette soirée. Maintenant, j'ai un grand plaisir de vous présenter notre intervenante suivante qui est Madame Micheline Dion. Madame Dion a été présidente de l'Association actuaire internationale en 2023 et en 2024. Elle occupe plusieurs postes clés au sein de l'association, dont présidente sortante, présidente du comité de planification stratégique, membre du comité exécutif et vice-présidente du comité des nominations. Elle a dirigé des initiatives sur le risque climatique et l'environnement entre 2019 et 2021 et fait partie du groupe de travail sur les risques liés à l'eau.
Elle a commencé sa carrière dans l'assurance vie, occupant des postes de direction chez Standard Life, Metropolitan Life et RGA Canada, où elle est devenue actuaire en chef. Elle a pris sa retraite en 2014. Elle a également présidé l'Institut canadien des actuaires entre 2009 et 2010 et a reçu le prix du président de l'ICA en 2015 pour son engagement bénévole. Depuis sa retraite, elle siège au conseil d'administration d'Assuris et a été experte indépendante pour évaluer l'équité des primes d'assurance automobile en 2021 et 2024. Dans son intervention, Mme Micheline souhaite présenter les travaux de l'Association actuarielle internationale sur le climat en insistant sur l'importance pour les actuaires de prendre en compte les risques climatiques dans les projections financières et d'adapter les couvertures d'assurance en conséquence. Elle abordera également la nécessité d'intégrer la préservation des milieux naturels, de prioriser les défis à venir et de reconnaître que l'adaptation au changement climatique créera de nouvelles opportunités. Donc, Madame Dion, je vous cède la parole. Merci beaucoup. On ne vous entend pas. Si vous pouvez enlever le mute, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, madame. Je pense qu'il faut enlever le mute. Il y a le mute qui est... Madame Dion, on ne vous entend pas. Si possible, d'enlever le mute de l'audio. Oui, attendez un instant, je cherchais ma Parfait, présentation. parfait, Je cherchais ma parfait. présentation, alors là, on va... C'est bon maintenant. idéalement, elle sera là. Parfait. C'est bon maintenant. Partager, ici. Oui, est-ce que vous le voyez? Très Je bien, vais oui, on la l'avoir voit. attendez un instant, on va la voir comme ceci, c'est bien, mais nous, le mettre en action. Attendez un instant. Oui, oui, oui. Non, attendez un instant, j'ai un petit souci. Mais déjà, c'est bon, Madame Dion. C'est bon, comme ça? Ok, d'accord. Alors, on va y aller, ça va être plus simple comme ça. D'accord. Alors, donc, la première chose, j'aimerais vous présenter un peu l'association euh, actuarielle internationale, parce que j'imagine que plusieurs d'entre vous ne nous connaissent pas nécessairement, même si on parle souvent en votre nom. Donc, peut-être permettez-moi quelques minutes là-dessus. L'Association actuarielle internationale est à la base une association d'actuaires indépendants qui, dans le fond, se regroupaient pour avoir parlé à des collègues de différents pays. Et ça a été fondé en 1895. En 1998, l'association a réalisé qu'elle serait plus efficace si elle représentait des associations d'actuaires et à ce moment-là, elle serait en mesure de parler au nom des actuaires aux organismes internationaux tels que, je vais les dire en anglais, là, International Association of Insurance Supervisors, en français l'OCDE, l'IFRS, et autres organisations qui avaient intérêt à connaître la position d'actuaire et la façon de penser des actuaires. L'association comprend 73 membres à plein titre et 27 associations qui sont en train de mettre en ordre la profession pour remplir l'ensemble des critères pour être membre à temps plein. Pour avoir une idée de l'association, de sa pénétration dans le monde, vous avez ici un tableau des différents pays. En orange, vous avez ceux qui sont membres pleinement membres. Vous avez les associations qui sont en train de travailler pour devenir membres et certains autres pays n'ont pas d'association ou n'ont pas encore de désir de devenir membres. Comme vous voyez sur le tableau, une grosse présence en Amérique du Nord, une grosse présence en Europe, aussi en Asie. Une présence qui s'est développée de façon assez soutenue dans les dernières années
en Amérique du Sud, de sorte que la carte est plus orange qu'elle n'a jamais été. Et aussi beaucoup de travail à faire en Afrique, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc, beaucoup des efforts de l'Association actuarielle internationale en termes de solidifier la profession pour que, dans le fond, il y ait des actuaires partout dans le monde qui puissent répondre aux questions des régulateurs, qui puissent venir en aide à la population à faire des projections de risques. Ses principales missions de l'AAI, c'est de effectivement parler au nom des actuaires aux organismes supranationaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, faire la promotion du professionnalisme des actuaires, c'est-à-dire code de conduite, formation solide, normes professionnelles, comment est-ce qu'un actuaire doit se comporter et la façon dont il va regarder les problèmes de façon comment dire ça, rationnelle plutôt que faire, par exemple, du lobby. C'est vraiment une analyse de la situation. Et la troisième fonction, c'est de permettre aux actuaires de se communiquer entre eux puis d'apprendre davantage. Et c'est là-dessus que je vais m'enligner parce que partie de cet objectif-là, c'est de publier des papiers qui peuvent être utiles à l'ensemble des actuaires à travers la planète. Oups. Donc, en 2020, on a mis sur pied un programme qui regardait les changements climatiques et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la profession avec l'ensemble des membres qu'on a à travers la planète pour pouvoir avoir une vue globale, mais aussi, dans le fond, inciter le plus possible les actuaires de se préoccuper des changements climatiques. Alors, à ce moment-là, on a évalué un programme qui avait 7 publications qui sont arrivées les unes après les autres au fil des ans et qui, dans le fond, aidaient l'actuaire qui avait le goût de se lancer là-dedans à partir sur un bon pied. Et le premier papier, évidemment, qu'on a écrit, attendez un instant, est-ce que ça va? Le premier papier qui a été écrit, c'était, et vous vous rappelez qu'à ce moment-là, on était en 2020, essayer de convaincre les actuaires qu'il n'y a pas vraiment de place pour ignorer les changements climatiques dans ce qu'on fait. Ça influe sur les tarifications qu'on fait, l'évaluation des réserves qu'on a, la gestion des risques, même le plan d'affaires, penser à long terme, qu'est-ce qui va se passer dans un environnement où les risques climatiques vont être accrus. Chaque papier qui est écrit, c'est des papiers qui sont accessibles à tous. C'est accessible gratuitement. Vous avez qu'à aller sur le site et puis vous allez avoir l'endroit pour aller. Mais de toute façon, si vous allez sur le site, c'est assez facile à trouver. C'est sous publication. Et dans le fond, on a encouragé tout actuaire partout dans le monde à s'intéresser et à avoir une idée où aller chercher les données ou les informations pour pouvoir commencer à comprendre ce qui se passe au niveau des changements climatiques et évoluer avec en apprentissant son apprentissage. Chaque papier est écrit de façon assez brève. Le premier a 15 pages. Et dans les plus gros papiers, on parle de 35-40 pages. Mais on explique, dans le fond, ce qu'est l'implication potentielle des actuaires. Donc, je reviens sur mes papiers. Papier numéro 2, l'introduction au scénario. L'actuariat étant une science appliquée, c'est quand même intéressant de voir quelles sont les données scientifiques et où on prend les données scientifiques et les lectures scientifiques pour mieux comprendre, parce qu'avant d'appliquer quelque chose, on a avantage à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est le but du deuxième papier. Le troisième est un papier qui est inspiré de ce qui se fait en Australie. À ce moment-là, il y a déjà quelques années, l'Australie était le chef de file en termes de demander aux actuaires de prendre en compte le changement climatique dans les réserves pour les compagnies d'assurance à la fois vie et assurance générale.
Et donc, si vous voulez lire ce qui se fait pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez adapter ça soit chez vous, ou soit si vous avez déjà des règles locales, on peut voir, c'est toujours agréable de comparer avec ce qui se fait. Et donc, il y a cette perspective au niveau des évaluations de passifs. Au papier 4, on parle des actifs. On a entendu parler des actifs dans les deux dernières présentations. C'est effectivement quelque chose que beaucoup d'actuaires, des fois, on se penche surtout sur le côté des engagements, pas nécessairement du côté des actifs, mais il y a autant de risques du côté des actifs qu'il y en a du côté du passif, parce que certains actifs qu'on pense solides ne le sont pas nécessairement autant. Ensuite de ça, c'est là, est-ce que je fais y aller comme ceci? Non, ça ne va pas du tout. OK. OK. Cinquième papier, bon, vous avez vu l'IFRS qui est arrivé avec deux normes de pratique, la S1 et S2 sur la divulgation reliée au changement climatique. Conjointement à ce papier-là qui explique ce qu'on peut faire au niveau des types de divulgation, puis comment différents concepts reliés aux divulgations telles que la double matérialité. L'AI va aussi travailler à avoir des normes de pratique pour tout actuaire, parce qu'on pense que l'actuaire devrait s'impliquer dans la divulgation de ces risques-là pour aider les compagnies qui devront faire cet exercice-là. Beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là se demandent, étant donné le risque impliqué, la complexité, comment avoir de l'aide. Et l'actuaire est vraiment bien positionné à faire ce genre de rôle-là. Et c'est un rôle, en fait, qui est à la base plus facile peut-être que celui où on va mettre dans les réserves des risques climatiques. Parce que là, on parle de divulgation, alors que, donc, de certains scénarios, alors que le passif lui-même va demander à justifier les différents scénarios et mettre des pondérations. Ce qui, est ce jour, est quand même assez difficile, même si, bon, en tant qu'actuaire, on est habitué à faire affaire avec des questions qui sont pas faciles à répondre. Dans le sixième papier, on parle d'adaptation. Alors, pour beaucoup de pays à travers le monde, c'est pas tellement comment réduire les risques climatiques qui les importe que comment s'adapter. On pense par exemple à toutes ces îles qui sont en train de se faire engloutir. Pour eux, réduire leur empreinte de carbone, ça ne changera pas ce qui se passe sur la planète. Par contre, ils veulent survivre. Alors, donc, c'est aussi un domaine très important dans tout ce contexte-là de regarder l'adaptation. Et le septième papier, c'était, il a été publié tout récemment, la mise ensemble de tout ce que les thèmes qui ont été appliqués dans les papiers précédents, jusqu'à regarder, dans le fond, quand on a un régime social, des contextes comme le changement de la démographie. On va avoir des migrations qui vont arriver parce que les gens vont devoir quitter certaines contrées qui sont moins, qui résistent moins au changement climatique. Et toutes ces questions d'alimentation ou l'agriculture deviennent de plus en plus difficiles aussi dans certains pays. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître les effets économiques de ce nouveau contexte-là, où certains actifs vont donner de meilleurs rendements, mais d'autres vont en perdre considérablement? Comment est-ce qu'on se réaligne avec le potentiel futur au niveau économique, mais aussi au niveau des engagements sociaux envers la population? Comme je vous dis, ces documents-là sont faciles à trouver sur le site, dans le domaine de publication, regardez climat. Et comme je vous dis, c'est fait pour être alerter les actuaires et ça donne aussi beaucoup de lecture en parallèle si vous voulez en savoir davantage sur le sujet. Une autre chose intéressante qui a été faite, on avait été identifié par le GIEC, IPCC en anglais, comme un groupe pour lequel il y avait beaucoup d'espoir d'action, le groupe des actuaires. Et ils nous ont contactés pour faire un papier spécialement désigné aux actuaires.
Ils nous ont demandé quels sont les risques qui nous inquiétaient le plus. On a parlé de vocabulaire, qui voulait, dans le fond, nous présenter ce qu'ils avaient fait, mais en utilisant le vocabulaire des actuaires. Et à la toute fin du rapport, ils nous font mention de leur site où il y a des données sur les extrêmes qu'ils ont observés et des tableaux par région et comment y accéder. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi trouver toute cette information-là dans ce papier-là qui a été écrit conjointement avec le GIEC. On travaille aussi sur un certain nombre d'autres sujets reliés. Il y en a une quantité incroyable, mais donc on doit essayer de définir ceux qui sont prioritaires. Évidemment, avec la pandémie qu'il y a eu, quelles sont les leçons à tirer de la pandémie? Donc, vous avez un papier là-dessus, directement relié aux pandémies. Vous en avez aussi sur le... Attendez un instant. Les objectifs de développement durable. Alors, à ce moment, ce groupe-là essaie de regarder dans les 17 objectifs des Nations Unies, là, lesquels seraient les plus appropriés pour les actuaires de regarder puis de faire avancer. Il y a aussi un groupe qui travaille sur les risques liés à l'eau. Les risques liés à l'eau sont, dans le fond, quand on y regarde, dans le sens, ils sont omniprésents. On peut avoir trop d'eau, on peut avoir pas assez d'eau, on peut avoir de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. On peut avoir des actifs qui dépendent énormément de la quantité d'eau. Si je pense à des alumineries ou qui utilisent énormément d'eau, est-ce que cette utilisation de cette eau qui est gratuite, est-ce qu'elle est vraiment tenue en compte? Est-ce qu'à un moment donné, ne devrait pas l'être? Alors, on pense aussi à des risques comme les risques au niveau du transport. En Europe, vous avez eu le Rhin qui s'est asséché partiellement l'an passé. Et à ce moment-là, ça a affecté le transport. Alors, il y a énormément de risques reliés à l'eau et on a une collaboration là-dessus avec aussi l'OCDE là, qui aimerait que davantage l'eau soit pris en compte, les risques de l'eau dans l'évaluation des actifs que les gens ont dans leur portefeuille. Et finalement, on travaille sur des normes de pratiques reliées aux risques climatiques pour répondre, comme je vous l'avais dit plus tôt, là, sur les règles comptables pour divulguer les risques, là, l'IFRS S1 et S2. Pour terminer, en fait, c'est ça, c'est ici la liste de la majorité des groupes supranationaux avec lesquels on travaille. Alors, donc, ça termine ma présentation. Et, je veux dire que c'est très encourageant de voir j'écoute mes co-conférenciers, l'implication qu'ils ont dans différents domaines. Et j'espère qu'il y a de moins en moins d'actuaires qui pensent qu'ils peuvent travailler et continuer leur emploi sans tenir compte des risques climatiques, parce que c'est vraiment difficile d'isoler ce risque-là des autres risques qu'on a. C'est fondamental. Et voici. Grand merci, Madame Dion, pour cette précieuse présentation. Je suis ravie de vous présenter notre intervenant suivant, Monsieur François Thirion. Monsieur Thirion est titulaire d'un master en économie de l'Université libre de Bruxelles ainsi que d'un master en sciences actuarielles de l'Université catholique de Louvain. Il a également réussi les 3 niveaux du programme CFA. Monsieur François a rejoint REACFIN en janvier 2022. Il est actuellement responsable du Centre d'excellence Risk Management and Finance et de la Practice Climate Risk. Monsieur François a développé une expertise approfondie de la gestion des risques climatiques et des marchés financiers. En tant que senior consultant chez REACFIN, il a dirigé la pratique des risques climatiques, menant de nombreux projets pour les banques et pour les compagnies d'assurance. Avant de rejoindre cette compagnie, il a travaillé chez Belfius Bank en tant que Quantitative Risk Analyst.
Il traitera ce soir les méthodologies de quantification des risques physiques et de transition, de l'importance d'accéder à des données pertinentes pour évaluer ces risques, de la pérennité du système d'assurance face au changement climatique et à l'augmentation de la sinistralité, ainsi que des solutions de mitigation et d'adaptation aux risques. Monsieur Thirion, je vous cède la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager sur ce sujet. Donc, moi, je ne vais pas passer en revue tous les sujets, mais je vais vous présenter une méthodologie de quantification du risque de transition sur un portefeuille d'actifs. Alors, je vais essayer d'être euh, relativement bref, vu le temps qu'on a à disposition. Voilà. Voilà, donc en guise d'introduction, on sait que voilà, quand on considère les risques climatiques, on l'a expliqué plus tôt dans les présentations, il y a tout ce qui est risque physique, donc lié aux conséquences physiques du changement climatique, et puis tout ce qui est risque de transition, donc lié à toutes les mesures qu'on prend pour enrayer le changement climatique. Alors, des mesures qu'on considère souvent, c'est d'introduire une tarification du carbone, c'est-à-dire que les gens devraient payer pour obtenir des droits de polluer. Et on sait qu'en fait, la tarification du carbone représente aussi un risque de transition majeur pour les entreprises. Puisqu'il se peut que certaines entreprises qui, jusqu'à présent, émettent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre sans devoir les payer, doivent tout d'un coup payer des droits pour avoir le droit d'émettre donc des émissions enfin, des gaz à effet de serre. Pardon. Nous, on a travaillé sur une méthodologie en fait, qui permet d'évaluer l'impact de l'introduction d'une tarification du carbone. Alors, quand on dit tarification du carbone, ici, on considère de manière égale vraiment une taxe carbone et un système de quotas d'émissions comme il existe déjà dans l'Union européenne. Hein, donc, c'est le EU ETS. Et on y reviendra par la suite. Et en fait, ce qu'on voit avec cette méthodologie, c'est que les entreprises sont exposées de différentes manières à l'introduction d'une taxe carbone. Tout d'abord, les entreprises qui sont très émettrices de gaz à effet de serre vont être exposées directement à la taxe, dans le sens où elles vont devoir payer upfront la taxe. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, et ça c'est voilà, un concept bien connu en économie, c'est pas spécialement l'agent économique qui paye la taxe, qui porte le poids économique de la taxe. Et donc, typiquement, certaines entreprises vont vouloir répercuter la taxe plus bas dans leur chaîne de valeur. Je regarde s'il y a un pointeur, enfin, plus bas dans leur chaîne de valeur. Donc, c'est ce qu'on voit sur la droite en aval. Et donc, même si elles payent dans un premier temps la taxe, en fait, elles vont la passer à d'autres acteurs dans leur chaîne de valeur, donc d'autres secteurs ou le consommateur final. Évidemment, les entreprises en amont dans la chaîne de valeur, donc les fournisseurs, ils ont aussi la possibilité de repasser une partie de répercuter une partie de leurs taxes dans la chaîne de valeur. Et donc, les entreprises, elles sont exposées de deux manières. D'abord, via leurs émissions, via la taxe directe, donc c'est leurs émissions propres, ce qu'on appelle parfois les émissions liées au scope 1 dans la comptabilité carbone, mais aussi de manière indirecte via leur chaîne de valeur. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle généralement les émissions scope 2 et 3 dans la comptabilité carbone. Et donc, nous, on a travaillé sur une méthodologie qui permet d'évaluer cet impact, donc de voir dans quelle mesure une entreprise, dans un premier temps, va devoir payer la taxe carbone et dans quelle mesure elle peut répercuter une partie en aval de sa chaîne de valeur et quel est l'impact final pour elle. Donc, vraiment la charge économique de la taxe. Et donc, comme je le disais, en utilisant ce modèle, donc c'est un modèle qui a été développé pas uniquement par nous, hein, mais il y a différentes contributions, entre autres académiques, sur le sujet, et nous, on a surtout implémenté le modèle. Et donc, on peut, via ce modèle, au niveau des secteurs, calculer les taxes directes, puis calculer les coûts additionnels qui viennent des secteurs en amont dans la chaîne de valeur, mais aussi la partie de la taxe que chaque secteur va pouvoir passer en aval de sa chaîne de valeur, et donc calculer au final la charge économique finale. Et donc ça permet entre autres d'évaluer une partie des risques de transition, puisque ça permet de voir dans quelle mesure l'introduction d'une taxe carbone va impacter la profitabilité d'une entreprise et donc au final son risque de crédit ou son risque de marché. Et donc ça peut avoir un impact sur le risque de spread ou le risque de marché.
Alors, rapidement, mais parce que c'est quand même assez important, un des points clés de cette méthodologie, c'est ce qu'on appelle les tables input-output. Hein, désolé pour le franglais. Mais donc, ce sont des tables qui sont bien connues en économie et qui décrivent les relations économiques, typiquement d'achat-vente entre des différents secteurs de l'économie. Et alors, plus récemment, ces tables ont été enrichies d'éléments liés à l'environnement, entre autres les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi d'autres éléments. Et donc, via ça, on est capable de euh, modéliser les relations de dépendance économique entre les secteurs et voir dans quelle mesure, en secteur, pour produire une certaine unité, sa production dépend d'autres secteurs, mais du coup, dépend aussi des émissions générées par les autres secteurs. Euh, et donc, il y a différentes, enfin, ces tables de données, ces bases de données input-output, il y en a plusieurs. Mais nous, celle qu'on a utilisée ici, c'est ExioBase, qui est une table assez granulaire. Hein. Donc, elle couvre 163 secteurs dans 44 pays. Et elle est assez largement utilisée dans la littérature, entre autres par PCAF, donc, qui est une organisation qui édicte des normes de comptabilité carbone pour les entreprises du secteur financier. Voilà, donc ça c'est pour enfin, les données qu'on utilise. Donc à titre d'exemple, pour rendre les choses un peu plus concrètes, ce genre de base de données, comme j'expliquais, va permettre de décrire, par exemple pour un secteur donné, donc si on prend le secteur de l'énergie, on va pouvoir voir que pour produire une unité en valeur monétaire du secteur de l'énergie, il va utiliser 5 centimes en valeur monétaire de production du secteur des matériaux. Il y a une petite coquille dans les slides, hein, ça devrait être le secteur des matériaux ici, juste en dessous. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on utilise. On va y venir par la suite, mais pour calculer l'impact de la production unitaire carbone. Il y a aussi d'autres informations qui sont disponibles dans ces bases de données, entre autres la fraction de la production qui va à la demande finale, donc au consommateur, ou à la demande intermédiaire, donc d'autres secteurs dans l'économie. Et donc, comme je le disais, ces bases de données intègrent des informations environnementales, entre autres les émissions de gaz à effet de serre. Ici, ce sont des chiffres donnés à titre indicatif. C'est juste pour l'exemple. Mais donc, si on va un peu plus concrètement dans le modèle, donc, comme j'expliquais, ce qu'on cherche à déterminer, en fait, c'est vraiment la charge fiscale d'une taxe, donc ce qu'on appelle la taxe encourue. Et ça, on peut la décomposer en deux éléments. Donc, d'un côté, la taxe totale et de l'autre, la taxe qui est répercutée. Donc, la taxe totale, elle se subdivise de nouveau en deux taxes. Donc, la taxe directe liée à l'intensité aux émissions carbone directes dans le secteur et la partie indirecte qui est liée en fait à la partie de la taxe que les autres secteurs en amont de la chaîne de valeur vont répercuter plus bas dans la chaîne de valeur. Finalement, l'autre composant qui vient se soustraire à la taxe totale, donc la partie de la taxe répercutée, c'est la proportion de la taxe totale qu'on va réussir à répercuter plus bas dans la chaîne de valeur. Donc voilà, pour donner un exemple, hein, pour que ça soit un peu plus parlant, si on considère une économie où il n'y a que 4 secteurs et qu'on suppose que chacun des secteurs émet 2 tonnes de CO2 et qu'on a introduit une taxe carbone et qu'il n'y a pas de possibilité de répercuter la taxe carbone, ils vont tous payer 2 fois 50 € à la tonne de carbone, donc 100 € par exemple, et ça va s'arrêter là. Mais ce qui se passe en pratique, c'est que, par exemple, le secteur 1, il va payer la taxe, mais il va pouvoir répercuter la charge de la taxe dans sa chaîne de valeur. Donc, typiquement, ici, de nouveau, à titre d'exemple, on a supposé que c'était distribué de manière équivalente entre le secteur 2 et 3 et les consommateurs, mais donc il va répercuter, ici, on a, par exemple, 90% de la taxe sur les 3 secteurs. Donc, chacun des secteurs va reprendre 30 de la taxe en plus. Et donc, ça veut dire que, par exemple, le secteur 2, à la base, il payait 100, mais il va en plus avoir une charge additionnelle sous forme de hausse de prix, hein, concrètement, de 30. Et donc, pour lui, la charge économique de la taxe, ça va être 130. Et on voit qu'au final, le secteur 1, sa charge économique, c'est pas 100 comme initialement prévu, mais 10 parce qu'il a réussi à répercuter une grosse partie. Et donc, ce mécanisme, évidemment, il se fait dans tous les secteurs de l'économie. Hein. Donc, le secteur 2, pareil, il va répercuter une partie de sa taxe vers le secteur 3, etc., etc. Donc, le secteur 3 répercute également. Mais tout ça, c'est juste pour expliquer la logique de comment, en fait, la taxe
se diffuse dans l'économie et le modèle qu'on utilise, il cherche à quantifier cet impact-là en utilisant les bases de données input-output qui décrivent justement ces relations qu'on a présentées ici à titre d'exemple, mais entre guillemets avec les vrais chiffres. Donc, j'avance un peu dans les slides, mais en fait, voilà, les slides décrivent juste le mécanisme pour chacun des secteurs. Et donc, si on regarde la taxe encourue au final, et on prend l'exemple du secteur 3 ici, donc on voit que dans un premier temps, il paye 100 euros, c'est sa taxe directe, mais que, il y a une partie il y a certains coûts qui sont répercutés d'autres secteurs en amont dans sa chaîne de valeur. C'est la taxe indirecte pour un montant de 69 euros. Ici, c'est par unité de production. Et donc, sa taxe totale, c'est la somme de la taxe directe et indirecte qui fait 169. Mais il peut répercuter une partie des coûts. Et donc, la proportion qu'il peut répercuter, évidemment, c'est la clé du modèle. Et ça, on y viendra par la suite. Donc, ici, on faisait l'hypothèse que c'était 80%. Donc, il va répercuter 135 euros. Et donc, au final, la vraie charge de la taxe, c'est 33,8 euros. Et donc, ça, c'est assez intéressant. On verra des résultats empiriques par la suite, mais ça montre que ce n'est pas nécessairement les secteurs qui payent la taxe au début qui en supportent la charge. Et ça, c'est une analyse assez intéressante voilà, quand on veut évaluer le risque de transition lié à la tarification du carbone. Voilà, j'avance sur ces slides, c'est juste la même chose. Et donc ici, on a un effet plus visuel, mais donc on voit qu'il peut y avoir une grosse différence entre la taxe réellement encourue et la taxe directe. Alors, une autre partie du modèle aussi, c'est de évaluer en fait l'impact sur la profitabilité de l'entreprise. Donc ici, on a décidé de travailler avec l'EBITDA, de nouveau, désolé pour le franglais. Et donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Mais donc l'idée, c'est d'aller euh, choquer la valeur ajoutée générée par un secteur en tenant compte de la charge de la dette, par exemple, la charge de la taxe qu'elle va devoir supporter en plus. Et ça nous permet d'obtenir au final, c'est ce qu'on voit ici, hein, une variation de l'EBITDA au niveau du secteur. Et ça nous permet du coup d'avoir une idée de l'impact sur la profitabilité de l'entreprise. Et ça, on est encore en train d'y travailler, mais une fois qu'on a cette information-là, ça nous permet d'évaluer potentiellement l'impact sur le risque de crédit et le risque de marché. Je vois que l'heure tourne, du coup, j'avance un petit peu. Comme je le disais, un point important, c'est comment est-ce qu'on arrive euh, à modéliser le taux de répercussion, hein, donc dans quelle mesure on va réussir à répercuter la taxe. L'idée derrière ça, c'est que les secteurs qui ont une élasticité de la demande assez faible vont être capables de répercuter assez fort, puisque s'ils augmentent leur prix, les quantités vendues baissent fort. À l'inverse, les secteurs qui ont une élasticité élevée vont pas pouvoir répercuter beaucoup, puisque s'ils modifient un petit peu leur prix, les quantités vendues baissent très fort. Et donc, nous, ce qu'on a fait concrètement pour l'exemple qui va être présenté par la suite, c'est qu'on a classé les secteurs en quatre catégories, donc très élastiques, élastiques, moyennement élastiques, faiblement élastiques, et en fonction de ça, ils ont donc le θ qu'on voit ici en taux de répercussion qui varie. Et donc, si on passe concrètement au résultat, hein, pour montrer un exemple chiffré, ici, ce qu'on a fait, c'est donc dans le modèle, on a modélisé l'impact de l'introduction d'une taxe carbone sur les secteurs soumis au système de quotas de CO2 au niveau européen. Donc, pour le moment, c'est le secteur de l'électricité, l'industrie, l'aviation, le transport maritime. Et à partir de 2027, il y aura le secteur des transports et des bâtiments. Mais donc, on ne va pas considérer qu'il y avait des taxes carbone dans d'autres secteurs ou d'autres pays. Et du coup, on peut évaluer l'impact de l'introduction de ces taxes. Donc ici, les résultats sont assez importants, assez extrêmes, parce qu'on a supposé une taxe nominale de 500 euros la tonne, ce qui est très élevé, hein. À l'heure actuelle, le prix du carbone est plus autour de 100 euros la tonne. Mais voilà, c'est à titre d'exemple. Et donc, on présente les résultats pour trois secteurs. Donc, le secteur du raffinage de pétrole,
des plastiques et de Enfin, la... s'il vous plaît, excusez-moi, on a encore 2 minutes Ça pour va, finir. mais je vais jumper au résultat, bon, je Ouais. suis à la fin. Ouais. Et donc, on voit que typiquement, le secteur du pétrole, lui, il est capable de répercuter très fort euh, la taxe qu'il encourt. Et donc, même s'il est responsable d'une grosse partie des émissions, au final, en fait, il va avoir une grosse taxe directe et une grosse taxe indirecte, mais il va être capable de répercuter une très grosse proportion. Et donc, au final, son coût encouru sera assez faible, surtout relativement à sa production. Et on voit que voilà, pour le secteur des plastiques, c'est un peu différent dans le sens où ils ont un taux de répercussion plus faible, mais ils subissent moins de coûts indirects. Euh, et donc, au final, ils ont quand même un coût encouru relativement conséquent en proportion de leur production en valeur. Et alors, j'avance très vite et je termine juste ici. Donc, Il faut terminer, s'il vous plaît, pour avoir le temps voilà. de... Dernier slide. Donc, si on regarde la production d'électricité, via des énergies renouvelables, donc typiquement l'hydroélectrique ou l'éolien, et ils n'ont pas d'impôt direct ils ne génèrent pas d'émissions juste pour la génération d'électricité, mais uniquement indirectement pour tout ce qui est la construction, etc. Et donc, on voit que ces secteurs ont un impact qui est ici la ligne du bas, qui est beaucoup plus faible que pour la production d'électricité à partir de gaz. Donc voilà, je vous rends la parole, désolé pour l'avoir débordé. Merci, merci Monsieur Thirion pour cette importante présentation. Donc, notre dernière intervention est présentée par Monsieur Anas Yousfi. J'ai le plaisir de présenter Monsieur Yousfi, qui est un expert international en assurance climatique et gestion des risques, avec plus de 19 ans d'expérience. Diplômé en actuariat du CNAM en gestion des risques de l'Institut des risques du Mans et titulaire d'un master en droit des assurances appliquées aux risques majeurs. Il a contribué à la modélisation des risques agricoles et catastrophiques pour des institutions comme MMA, Pacifica et la Société centrale de réassurance. Il a développé des modèles de tarification et mis en place des programmes de réassurance agricole pour des pays comme l'Inde et des nations africaines. Il a aussi mené des projets stratégiques tels qu'une analyse du marché marocain des assurances climatiques pour l'OCDE entre 2023 et 2024 et une étude sur les pertes et préjudices en Afrique en 2023. Il a donné des formations sur la gestion des risques climatiques à l'Institut des risques du Mans et chez Actualia Afrique. Ce soir, il abordera l'identification, l'analyse et la compréhension des risques climatiques, l'assurabilité de ces risques ainsi que les rôles des régulateurs et des réassureurs locaux. Il met également en lumière les facteurs clés nécessaires à une gestion globale et efficace des risques climatiques. Donc, voilà, Monsieur Anas, je vous cède la parole. Merci Rita, merci pour l'organisation de cet événement, donc qui permet d'échanger sur un sujet qui est majeur et qui va forcément constituer la préoccupation des 10 prochaines années. Alors, juste, je vais rapidement projeter. Ah, j'ai pas- Oui, on voit bien la présentation. Oui, Est-ce que vous voyez la présentation? oui, oui, c'est parfait. On voit la présentation. Allez-y, s'il vous plaît. Parfait, parfait. Donc, merci pour cet événement. Donc, c'est sur un sujet qui est majeur. Je parle rapidement sur Actualia. Donc, Actualia, c'est un cabinet de conseil spécialisé en actuaire en gestion des risques, basé à Paris et à Casablanca depuis 2023. Et dont l'objectif, effectivement, c'était de créer une équipe dédiée au monde de l'actuaire et de la gestion des risques en Afrique. Et le choix s'est porté sur Casablanca et dont je dirige ce bureau. Donc, nous travaillons sur plusieurs sujets, donc notamment les sujets majeurs en Afrique, comme la transition digitale, comme la solvabilité, et bien évidemment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les changements climatiques. Alors, bien évidemment, sur ce sujet qui est aussi vaste,
les problématiques, les besoins, et en fait, ils sont différents en fonction du contexte de chaque pays. Et donc, c'est pour ça que je veux introduire par ce slide qui déjà pose le prisme de ce sujet qui peut paraître aussi vraiment très, très, très vaste. Donc, le premier prisme, c'est effectivement qu'est-ce qu'on entend par les changements climatiques et que cela implique comme risque. Et là, Élie et Pierre-Nicolas a déjà parlé de deux risques ou nature de risques qu'on trouve, les risques de transition et les risques physiques. Bien évidemment, on est dans un contexte mondial où il faut vraiment se mettre d'accord parce que quand on parle des émissions de gaz à effet de serre qui ont des impacts sur les températures futures. Et donc, bien évidemment, il faut trouver un compromis entre les différentes nations de sorte qu'on définisse les règles de jeu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un point qui est très important, qui est l'action climatique, qui est très importante. Et donc, on va voir par la suite, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un cadre national, comme la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques. Ça s'inscrit aussi à travers plusieurs conventions entre les États. Et chaque année, avec les COP, comme c'était déjà mentionné, les États s'engagent autour d'un certain élément qui sont primordiales dans la gestion de cette problématique mondiale. Et donc, après, donc, il y a aussi le sujet qui intéresse notre secteur, qui est le secteur de l'assurance. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire le secteur de l'assurance, qu'il peut proposer et qu'est-ce qu'il peut faire la communauté des actuaires par rapport à ça. Donc, bien évidemment, ces trois prismes sont liés par quelque chose qui est assez simple, c'est la notion de risque. Et les deux facteurs, on l'a déjà parlé. Donc, si le premier risque physique, quelques acteurs de l'assurance et membres de l'actuariat, ils avaient l'habitude de travailler sur ce risque, notamment le risque de tempête en France, ou même les risques climatiques quelque part qui touchent certains secteurs clés, étaient vraiment très connus. Maintenant, en fait, les risques de transition, c'est quelque chose qui est nouveau et bien évidemment, c'est quelque chose où les secteurs peuvent apporter beaucoup de choses vu que son rôle dans l'économie. Après, donc, bien évidemment, lorsqu'on parle de risque et assurance, il y a une chose qui est très importante pour les actuaires, c'est la tarification. La tarification de ce risque. Et lorsqu'on est dans l'univers des changements climatiques, on est vraiment dans l'incertitude. Et ça, c'est un point qui est très important et qui peut aussi nécessite en fait de faire un déphasage par rapport à ce qu'on avait dans les pratiques historiques. Nous prenons par exemple le risque, c'est-à-dire le risque catastrophique en France, qui constitue un exemple avec son régime de catastrophe naturelle. Le principe derrière, c'était basé sur la mutualisation parce qu'on était voilà, dans la limite de l'assurable. Et là, on voit même aujourd'hui en France, c'est quelque chose où la CCR arrive à ses limites en matière de financement des risques. Donc, c'est un sujet qui est très important, la connaissance, la tarification et aussi l'assurabilité. Et c'est là où, effectivement, c'est très important de prendre en compte cette dimension mutualisation des risques et aussi l'effort qu'il faut y avoir derrière. Parce que autant sur c'est-à-dire en Europe ou dans les pays développés, de manière globale, nous avons des acteurs capitalisés qui ont la capacité de financer certains risques climatiques, autant en Afrique ou pour le reste de la francophonie qui est basée en Afrique, ont du mal, on n'a pas des acteurs qui sont bien capitalisés, qui peuvent financer ces risques, d'où la nécessité de l'intervention de l'État ou des instances internationales. Alors, déjà pour commencer, faisons un état des lieux un petit peu de ce que nous vivons, parce que effectivement, les changements climatiques, c'est quelque chose qu'on entend depuis un certain nombre d'années. Et on peut dire que maintenant, tout le monde vit la chose, que ce soit d'une situation privée ou professionnelle, c'est quelque chose que nous touchons. C'est pas quelque chose voilà, qui est abstrait. C'est quelque chose que nous observons et que nous vivons carrément, puisque dans notre vécu, par exemple, les périodes de chaleur extrême deviennent de plus en plus fréquentes, quel que soit le contexte pays, quel que soit l'historique, on va dire météorologique de pays. Donc, on vit ces éléments-là. Et par ailleurs, il y a un point qui est très important.
on constate aussi que les pays qui n'ont pas les moyens, voilà, qui sont les plus touchés par ces changements climatiques, c'est les pays qui sont à faible revenu ou intermédiaire. D'où ça revient à un point sur un point qui est très important, qui est la responsabilité autour de ces résultats, vu qu'il n'y a pas la même, en fait, euh, quelque part responsabilité ou production des gaz à effet de serre au même partout dans le monde. Et c'est là où effectivement il y a ce principe, comme c'était mentionné par Elie, c'est le principe de perte et préjudice qui quelque part oriente, donc qui crée déjà un nouveau principe ou un nouveau mécanisme de financement international en matière de changement climatique, en plus de la réduction et l'adaptation. Donc avant, on avait quand même dans la littérature, on avait la réduction des gaz à effet de serre et pour ça, on avait plusieurs projets, mécanismes financiers derrière. Après, on avait l'adaptation et depuis la COP 28, on a ce principe de perte et préjudice qui, quelque part, euh, acquis en fait, quelque part, la responsabilité des pays développés dans le résultat actuel. Et donc, à partir de là, nous avons c'est-à-dire quelque part des financements qui vont à destination des pays, c'est-à-dire en voie de développement, pour financer des actions, c'est-à-dire d'adaptation, mais aussi pour les pertes de préjudice ou le fonds qui a été créé de 700 millions de dollars. Donc, oui, l'état actuel des choses, c'est que on a un contexte qui se dégrade déjà aujourd'hui et qui est vraiment concentré sur les pays en Afrique et en Asie. Maintenant, regardons un petit peu les chiffres de la séance, juste pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien évidemment que sur les pays en Afrique ou en Asie, mais c'est un contexte mondial et c'est quelque chose qui est même selon la Swiss Re Institute, donc le coût des catastrophes naturelles, c'est sur les 30 dernières années, n'a cessé d'augmenter d'une tendance vraiment assez lisse avec une moyenne à peu près entre 5 et 7 Et ce que nous remarquons aussi avec l'évolution de notre civilisation, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le gap de couverture. Et ce gap n'arrête pas de s'allonger donc entre les catastrophes assurées et le coût réel des catastrophes. Et c'est un point d'attention qui peut que s'aggraver sur les prochaines années, d'autant plus comme il a dit, avec l'aggravation. Donc, il y a quelques années, on faisait des projections à 1, 5, 2, etc., dans différents scénarios. Déjà à 2023, on est à plus degrés Celsius. Et ce qui veut dire derrière, c'est que nous aurons encore plus d'accélération de ces événements. Maintenant, revenons en Afrique. Bien évidemment, les dommages. Donc, le groupe GIEC que tu as mentionné, Micheline, effectivement, c'est un groupe d'experts internationaux sur les modèles météorologiques et le coût que cela impacte. Donc, essaye d'estimer quels sont les coûts. Et donc, pour l'Afrique, sur l'horizon 2020-2030, on s'attend à peu près entre 290 à 440 milliards de dollars c'est-à-dire de dommages qui peuvent être causés sur ce continent. Maintenant, si on regarde l'exposition aux aléas dans différents pays, on constate que pratiquement l'ensemble des pays sont concernés, que ce soit pour des risques de sécheresse ou des périodes de haute chaleur ou perturbation des précipitations ou encore les raz-de-marée. Et ça, donc bien évidemment, en étant sur un scénario qui est, on va dire, central, donc c'est-à-dire en supposant que les États respectent leur engagement par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on fait un zoom sur le Maroc. Et là, par exemple, dans les différents scénarios, donc, alors généralement, les scénarios, donc, ils prévoient trois variantes, sachant qu'on peut avoir plusieurs. La première variante, c'est qu'on est sur un scénario optimiste où les États respectent leurs engagements, où il y a un taux de contrôle derrière, donc qui permet qu'on fait un gain sur la réduction
c'est dans la production de carbone. Le deuxième scénario qui est optimal, c'est qu'en respectant les engagements actuels. Et le troisième, pessimiste, c'est on ne respecte pas les engagements. Et pour le cas de Maroc, donc on a sur l'horizon 2050, on aura sur des hausses de température de 2 à 4 degrés Celsius. Bien évidemment, ça peut paraître simple, mais les dégâts peuvent être énormes, que ce soit sur les secteurs comme l'agriculture ou aussi tout ce qui est mouvement de population, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment bouleverser c'est-à-dire les pratiques des agriculteurs, mais aussi plusieurs secteurs d'activité. Alors, zoomons sur l'agriculture, puisque généralement, c'est le secteur qui fait vivre l'essentiel de la population en Afrique. Prenons le cas du Maroc, c'est pratiquement 10% du PIB pour 35% de la population. Pour les autres pays, c'est encore plus. Et donc, si on croit à ces modèles, ben, avec les réchauffements en scénario central, on aura donc des besoins en eau qui vont augmenter de plus de 8 à 27%. Et on peut avoir aussi donc une baisse de rendement liée c'est-à-dire à la sécheresse et donc qui peut baisser de 5 à 30% selon les scénarios. Par ailleurs, sur les cultures clés, en fait, comme l'orge ou le blé, donc, qui constituent l'essentiel c'est-à-dire de l'alimentation de la population, donc on constatera aussi c'est-à-dire des baisses des aires cultivables de 10 à 7% selon la nature de culture. Et donc, pour le cas de Maroc, comme c'est illustré dans ces cartes, nous aurons un déplacement des cultures vu la fertilité qui va baisser des terrains. Donc, on aura des déplacements de ces cultures vers le nord, ce que ça veut dire des déplacements de population. Donc, c'est dans la migration rurale ainsi que, bien évidemment, un appauvrissement de la population. Alors, pour ne pas dire que s'il s'agit, que c'est une problématique propre aux pays africains, c'est aussi le cas des pays développés, notamment pour le cas de la France. Et là, voilà, c'est le résultat d'une étude faite par l'Institut national de recherche de l'agriculture et de l'alimentation sur les feux de forêt qui illustre dans un scénario pessimiste donc un déplacement en fait des zones de forte exposition donc vers le nord, notamment vers des zones où on n'avait pas l'habitude de voir des feux de forêt, donc notamment dans le centre-ouest de la France. Alors là aussi, il y a aussi une autre idée qui est très sympa ici, c'est que, alors en fait, ça c'est le scénario initial, c'est dans les projections initiales, et là nous avons ce qui s'est passé réellement. On constate déjà que par rapport à ce qu'on projetait il y a quelques années, la réalité il est plus dégradée que nos projections. Et donc, même ce qu'on voit là dans les autres projections, qui peut sembler un petit peu pessimiste avec le déplacement c'est-à-dire des zones à risque vers le nord, bah, la réalité peut être pire et ce que l'expérience nous confirme. Alors, ce qui est très important pour ce feu de forêt aussi, c'est que c'est la trois conclusions majeures dans cette étude qui est basée sur l'indice de feu de Météo France. La première, c'est que on aura plus d'activités de feux de forêt donc sur l'année. Donc, historiquement, on était sur la période juin, on va dire août. Là, cette période va s'allonger sur l'année. La deuxième, donc, c'est qu'on va avoir le risque donc, des zones qui n'étaient pas sensibles, qu'ils deviendront, notamment dans le centre-ouest, et des zones qui étaient historiquement risquées, comme le sud-est, bah, on va avoir c'est-à-dire plus de fréquences de sinistres extrêmes, c'est-à-dire des incendies de plus de 1000 hectares. Et c'est le résultat de cette étude. Donc, passons sur autre chose. Donc, bien évidemment, lorsqu'on parle de transition, donc le risque de transition, donc bien évidemment, il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, notamment l'agriculture, l'énergie, le transport, la gestion des ressources naturelles, la gestion de l'eau, la construction ou la gestion des déchets. Et bien évidemment, il y a le secteur financier qui est un secteur moteur, donc avec ces trois compartiments, notamment la banque, l'assurance
et les marchés financiers qui peuvent donc jouer vraiment un rôle très important dans cette transition énergétique. Alors, je reviens sur le deuxième prisme qui On est a l'action encore, s'il climatique. vous plaît, monsieur Yousfi, on a encore une ou deux petites minutes pour avoir le temps aussi de répondre aux questions. Merci. D'accord. Alors, je vais essayer d'aller vite. Alors, parce S'il qu'il vous me plaît. reste. Votre Ouais, présentation est vraiment très enrichissante. ouais. Euh, Parfait. faut Il n'y a pas de surtout souci. répondre à quelques questions. Merci. Parfait. Alors, je vais essayer d'être bref. Donc, l'action climatique, là, c'était l'illustration du cas du Maroc parce que, alors, pourquoi c'est très important de lier l'action climatique, c'est-à-dire au changement climatique? Parce que, comme on a dit, il y a une réponse internationale et cette réponse internationale ne peut se concrétiser au niveau local que par un cadre institutionnel. Dans le cas de Maroc, il y a quatre, c'est-à-dire volets institutionnels qui sont très importants pour comprendre quel est le rôle attendu d'un assureur. Donc, il y a la CDN, la contribution déterminée nationale, qui rentre dans le cadre des engagements du Maroc. Il y a le plan climat national qui prend en compte certains risques de transition. Il y a la stratégie nationale de gestion des risques catastrophiques qui prend en compte c'est-à-dire les risques catastrophiques et la mise en place d'un régime CatNat, l'équivalent de ce qu'on a effectivement en France. Et après, bien évidemment, les stratégies sectorielles notamment sur le secteur agricole et la mise en place de l'assurance agricole, puisque effectivement, on peut comprendre que le risque alimentaire, c'est un risque souverain. Et derrière, on peut imaginer une politique sectorielle adaptée et qui prend en compte le secteur de l'assurance. Et c'est le cas le Maroc qui a mis en place c'est-à-dire l'assurance agricole c'est-à-dire universelle ou subventionnée depuis déjà les années 2000. Alors, rapidement, donc, mais là, je vais passer rapidement, je ne vais pas trop tarder Oui, sur le politique. on doit Donc, clôturer. Anna, c'est ouais, très donc je passe important. Et directement donc, cette à la, présentation à la- plus tard, elle sera mise sur le site de l'Institut des actuaires. Donc, ouais. juste si on peut clôturer le point. Parfait. Et donc, je suis sur le dernier point, donc l'assurance climatique au Maroc, j'en passe. Donc, quel est le rôle effectivement du secteur de l'assurance? Donc, on peut l'imaginer en cinq axes, bien évidemment, pour le développement de l'assurance et quel est le rôle de l'actuaire dans ce sens. Donc, déjà, il faut comprendre les risques, il faut constituer les bases et bien évidemment, parce qu'un assureur, c'est un acteur privé et pour qu'il puisse vendre un produit, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il arrive à chiffrer. Donc, et c'est là où effectivement il y a un besoin de capacité, besoin d'expertise, besoin de connaissances pour pouvoir en fait demain être en mesure de proposer c'est-à-dire des produits d'assurance qui répondent aux assurances climatiques. Le financement, c'est très important. On ne peut pas démarrer des produits d'assurance dans des pays où, comme je l'ai dit, on a des acteurs peu capitalisés. Donc, ça passe par les financements publics, voire les financements internationaux. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut comprendre la structure de ce financement bilatéral, international, bon, bref, multilatéral qui existe. Après, bien évidemment, ça passe aussi entre le partenariat public-privé parce que les stratégies doivent être cohérentes. Ça passe aussi par la S'il vous sensibilisation, plaît, comme l'a fait Monsieur Anas, aujourd'hui. il y a plusieurs personnes qui sortent juste pour avoir le temps de répondre aux questions. S'il vous plaît, si on peut. Parfait, S'il vous parfait. plaît. Bah, c'est parfait. Donc, bah, j'arrête le partage. Si vous voulez faire une petite conclusion sur cette enrichissante présentation, ça sera bien. Bah, en tout cas, donc le secteur de l'assurance, donc si je dis une conclusion, c'est dans ce sens, le secteur de l'assurance est un secteur clé. Donc en Afrique, il peut jouer son rôle notamment en matière c'est-à-dire d'expertise des risques. Donc l'assureur, c'est-à-dire l'assurance, il a un secteur, c'est-à-dire il a un réseau, c'est-à-dire déjà développé, donc qui peut servir dans la gestion des crises et ça peut servir à la financière, c'est-à-dire comment financer les risques climatiques. Un grand Parfait. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et un grand merci de nouveau à nos intervenants pour leur contribution vraiment enrichissante et leur éclairage sur un sujet aussi pertinent. Et maintenant, c'est le moment de répondre aux questions de notre audience qui était très intéressée à ce sujet. Merci à tous et à toutes. Il y a quelques questions qui ont été répondues par écrit.
Voilà, j'ai choisi quelques questions sur lesquelles on peut répondre rapidement, s'il vous plaît. La première question peut être adressée à Madame Dion euh, concernant l'association. La question est, est-ce que l'avis de la AAI est entendu auprès des dirigeants sur le climat? Madame John, d'accord. C'est bon. Excusez, Oui. vieux réflexe. Euh, Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par dirigeant. Donc, c'est sûr, on est entendu par les autorités de réglementation de différents pays. Est-ce qu'on est entendu par les dirigeants politiques? On a peu d'influence là. Ça passe par, dans le fond, les autorités de réglementation, les, l'influence que les actuaires dans chacun des pays peuvent avoir. Euh, alors, donc, on est limité, mais je dirais notre action fondamentale en tant qu'actuaire, c'est plus de présenter des faits, de présenter une image la plus neutre possible euh, pour, dans le fond, donner de la crédibilité au sujet. Je sais que dans certains cas, les gens préféraient faire un peu de ce que j'appelle du lobby. Dans notre cas, on essaie carrément d'éviter pour, dans le fond, maintenir une discussion basée sur la plus factuelle possible. Je ne sais pas si ça répond en fait à la question, là, mais on a une certaine influence, mais pas au niveau politique. Pour l'instant, là, je l'avoue malheureusement qu'on on n'est pas rendu là. Puis c'est pas nécessairement notre objectif non plus, parce que chaque association est maître chez elle, et c'est à chaque association, dans le fond, de faire des représentations locales à leur niveau politique. Merci. Une deuxième question qui est dans le même esprit. Il y a Monsieur Antonio qui se positionne en tant que superviseur et régulateur du secteur des assurances et qui dit quels seraient les textes les mieux adaptés pour régir le secteur, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Qui souhaite répondre à cette question? Monsieur Anas, Monsieur Daboul, est-ce que ça vous intéresse? Oui, alors, juste, si tu peux juste répéter la question. Je sais que ouais. D'accord. Monsieur Antonio, qui se positionne en tant que superviseur et régulateur du secteur des assurances, dit quels seraient les textes les mieux adaptés pour régir le secteur, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Alors effectivement, on est s'inscrit dans ce cadre-là. Alors historiquement, alors l'hierarchie des textes au niveau réglementaire, comment ça passe? Alors le premier volet, généralement c'est l'histoire qu'on a observée dans plusieurs pays, c'est déjà la mise en place de l'assurance agricole. Oui, effectivement, le rôle de régulateur ou de superviseur, c'est vraiment de faciliter la chose. Bien évidemment, il y a l'enjeu de financement, d'où il faut une volonté politique derrière. Ça, c'est souvent ce qu'on observe en premier niveau et c'est comme dans son sens qu'on a vu le déploiement de l'assurance paramétrique en agricole dans plusieurs pays africains. Le deuxième niveau, c'est la prise en compte des risques catastrophiques comme de type inondation ou autre, comme au raz-de-marée, donc qui peut être inscrit dans un cadre de régime assurantiel, dont le superviseur, bien évidemment, il va être le facilitateur. Et le troisième niveau, ou je vais dire ça, c'est les ceintures noires, c'est d'être au même niveau que le pays, on va dire, européen, c'est d'avoir des régulations de capital qui prennent en compte les enjeux climatiques, comme il l'a mentionné tout à l'heure, je crois, Pierre, notamment sur l'ORSA. Donc, l'ORSA, c'est la projection des besoins futurs du capital qui prend en compte les changements climatiques et ce que cela induit sur c'est-à-dire le besoin en capital de la compagnie. D'accord, merci. Monsieur Daboul, il y a deux questions qui ont été posées suite à votre présentation. A-t-on suffisamment de données pour modéliser les risques climatiques et les impacts actuariels? Et la deuxième question est, est-ce qu'il y a un fonds de catastrophe existant
sur les pays du Golfe, à l'image du Maroc ou la France? Donc, pour répondre à la première question, malheureusement, on n'a pas toujours les statistiques détaillées qu'on souhaite en tant qu'actuaire d'utiliser. Et comme on a vu dans plusieurs présentations, ce sont des scénarios qu'on projette pour le futur. Donc, vraiment, dans ce cas-là, ça va être un peu des techniques un peu différentes de projeter plusieurs scénarios et de voir où, sur quelle, disons, sur la distribution des possibilités dans quel pourcentage on veut vraiment se positionner pour notre tarification. Je ne parle pas des effets que mes autres collègues ont détaillés sur l'impact sur le capital et tout ça, ce qui est un peu un sujet un peu différent. Mais pour la tarification directe, malheureusement, on n'a pas toujours les statistiques qu'on souhaite. Donc, c'est plutôt des générations de scénarios qui va être fait. Et pour la deuxième question aussi, je pense pas qu'il y a des fonds de couverture de catastrophes dans les pays du Golfe ou bien du Moyen-Orient en général. Malheureusement, c'est pas en place. D'accord, merci. Merci beaucoup. Il y a une question qui concerne la tarification. Si possible, pour Monsieur Thirion de nous répondre sur ces questions. La première, je voudrais savoir comment l'on pourrait prendre en compte le risque climatique dans le processus de tarification des produits. Et est-ce que c'est possible de tarifer de façon exacte l'assurance vie au regard de la non-maîtrise du changement climatique? Oui, donc pour la tarification des produits, donc je ne sais pas si c'est directement lié à la tarification du carbone, mais il y a en effet plusieurs facteurs de risque qui peuvent entrer en compte dans la tarification des produits. Et en fait, tout le travail qu'on fait sur les risques climatiques, c'est de partir des risques climatiques, identifier les drivers de risque et aller les traduire dans les métriques usuelles. Et donc, ça veut dire que typiquement pour un produit d'assurance, il faut voir s'il y a des facteurs de risque climatique qui pourraient impacter la sinistralité, donc tant la fréquence que l'intensité des sinistres. Mais il peut y avoir aussi en effet des facteurs de risque un peu plus pernicieux, je vais dire, comme par exemple la tarification carbone dans le cadre de l'assurance auto, par exemple. Il y a certaines analyses qui craignent que ça induise ce qu'on appelle de l'inflation verte, en fait, c'est-à-dire que justement, comme il y a une tarification carbone, le coût de certaines réparations pourrait être plus élevé parce que typiquement le coût de certains matériaux augmente et ce genre de choses. Donc là, en effet, comme on disait avant, comme c'est de la prospective, c'est assez compliqué d'en tenir compte de manière très précise, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, et on est plutôt sur de l'analyse de scénarios, du coup, pour aller justement voilà, tester ce qui pourrait se passer dans différents types de scénarios. Mais c'est difficile, évidemment, maintenant de savoir exactement ce qui va se passer, quoi. Merci, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une deuxième question sur l'assurance vie, mais c'est un peu pareil aussi. En fait, hein. Il y a des facteurs de risque qui peuvent impacter la tarification de l'assurance vie, mais il y a pas mal d'incertitudes là-dessus. Et ce qui est très important aussi, c'est de distinguer le facteur de risque de manière générale, donc de le risque climatique, par exemple le fait qu'il puisse y avoir des vagues de chaleur, et s'assurer que ça se traduise euh, dans une exposition au risque pour l'assureur, parce que typiquement, certaines vagues de chaleur peuvent induire de la surmortalité aux grands âges, mais voilà, tous les assureurs ne sont pas exposés à ça, par exemple. Donc, certains assureurs, c'est pas spécialement un risque. Merci. Donc, la dernière question qu'on pourra traiter très rapidement, comment garantir que la taxe carbone s'appliquera au niveau mondial? Oui, alors on ne peut pas le garantir, hein, mais je pense avoir lu la question. Au niveau européen, il y a en tout cas un mécanisme, donc c'est le Carbon Border Mechanism Adjustment, donc qui vise à tenir compte du fait que ben, on va pas que s'il y a des produits très carbonés qui sont produits en dehors de l'Europe, il y a une taxe qui est mise en place à l'importation pour éviter justement de pénaliser trop l'industrie européenne et qu'on délocalise juste les émissions de CO2 dans d'autres pays, quoi. Après, est-ce que ce mécanisme est 100% effectif? Ça reste à voir, mais c'est pris en compte.
D'accord, merci. Avant de clôturer, est-ce que quelqu'un de nos intervenants souhaite clôturer ou dire un dernier message? Parfait. Donc, nous tenons à remercier encore une fois l'Institut des actuaires pour cette organisation. Merci encore une fois à nos intervenants qui nous ont enrichis par leur expertise. Et merci à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions. Et à bientôt, j'espère. Merci.